J'ai dépensé toutes mes économies pour construire une maison d'hôte dans le jardin de mes parents, pensant qu'elle serait à moi. Le jour où elle a enfin été terminée, mon père m'a tendu mes valises. Ta sœur en a plus besoin, a-t-il dit. Je suis parti sans dire un mot. Une semaine plus tard, ils m'ont appelé affolé quand ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait. Je ne savais même pas par où commencer. Je n'arrive toujours pas à croire que cela soit vraiment arrivé. Pendant des années, j'ai essayé de prendre des décisions sensées pour assurer mon avenir. Je n'étais pas imprudente avec l'argent, je n'étais pas irresponsable. J'ai fait tout ce qu'il fallait, comme on me l'avait dit. Quand j'ai réalisé que l'achat d'une maison par moi-même était hors de ma portée financière, ce sont mes parents qui ont suggéré de construire une petite maison d'hôte sur leur propriété. Ils ont fait en sorte que ça paraisse parfait. Elle sera toujours à toi, m'avait dit ma mère. C'est un investissement pour ton avenir, ma chérie. Je les ai crus. J'ai utilisé chaque dollar économisé, chaque heure de temps libre, chaque week-end, chaque jour de congé. J'ai travaillé avec les entrepreneurs, j'ai veillé à ce que tout soit bien fait, j'ai choisi le sol, les placards, les petits détails qui la rendaient mienne. Pendant des mois, je me suis imaginé vivre dans cette maison. Ce n'était pas qu'un espace supplémentaire, c'était mon foyer, mon refuge. Puis, le jour où elle a enfin été terminée, quand j'étais censé m'y installer, mon père m'a tendu mes valises, prononçant les mots qui me donnent encore la nausée aujourd'hui. Ta sœur en a plus besoin que toi. Comme ça, pouf, je n'étais plus rien. Je crois que le pire a été la désinvolture dont ils ont fait preuve. Pas d'excuses, pas d'hésitation. Ils avaient pris leur décision bien avant de me le dire. Je suis resté planté là, à le regarder, espérant qu'il éclate de rire, qu'il dise qu'il plaisantait. Mais non. Je me suis tourné vers ma mère, espérant voir un sentiment de culpabilité, un soupçon d'hésitation sur son visage, mais elle s'est contentée de soupirer et de sourire comme si tout cela était parfaitement normal. Tu es jeune, Émilie, tu n'as ni mari ni enfant, tu t'en sortiras. Mais ta sœur, ça l'aidera à commencer sa vie. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Tu m'avais dit que cette maison était la mienne, ai-je dit d'une voix tremblante. Ma mère a soupiré, comme si j'étais en train de faire un drame. Ça fait toujours partie de la famille, ma chérie, et dans la famille, on s'entraide. J'ai regardé ma sœur, qui se tenait là sans même faire semblant d'être désolée. Ce n'est pas comme si tu en avais besoin, a-t-elle dit en haussant les épaules, et puis tu ne payais même pas de loyer ni rien. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était complètement fou. J'avais tout payé, la construction, les matériaux, la main-d'œuvre, l'électroménager, tout. Chaque recoin m'appartenait. Et maintenant, ils agissaient comme si j'étais l'égoïste parce que je voulais vivre dans la maison que j'avais moi-même construite. Je voulais hurler, je voulais me battre, exiger ce qui était à moi. Mais je les ai regardés et j'ai su que cela ne changerait rien. Ils avaient déjà pris leur décision. Ils n'avaient jamais eu l'intention que je vive là, ils voulaient seulement que je la construise. Je ne me souviens même plus avoir fait mes valises. Je me rappelle seulement être parti, laissant derrière moi la maison que j'avais construite de mes propres mains. Je n'ai pas protesté, je n'ai pas crié, je suis simplement parti. Et je crois que c'est ça qui les a le plus déroutés. Peut-être s'attendaient-ils à ce que je supplie, que j'essaie de négocier, que je me batte pour quelque chose qui m'appartenait déjà. J'étais trop fatigué. Alors je suis parti. Et c'est là que le vrai silence a commencé. Au début, ils n'ont pas appelé, ils ne se sont pas souciés de moi. Je crois qu'ils pensaient que je reviendrais en rampant. Peut-être espéraient-ils que je changerais d'avis et proposerais de partager la maison d'hôte avec ma sœur. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai coupé les ponts, pas de manière spectaculaire. J'ai simplement cessé d'être disponible. Et j'ai attendu, parce qu'au fond de moi, je savais quelque chose qu'eux ignoraient. Je savais qu'ils avaient fait des économies de bout de chandelle. J'avais été très prudente en choisissant les entrepreneurs, veillant à ce que tout soit fait dans les règles. Mais vers la fin des travaux, mon père avait décidé de faire appel à son gars à lui, pour économiser de l'argent et terminer les derniers détails, la plomberie, l'électricité, la dernière couche de peinture. Je lui ai dit que c'était une erreur, que nous devions laisser les professionnels finir, mais il s'est moqué de moi. Émilie, tu t'inquiètes trop. Mon gars sait ce qu'il fait. Pourquoi dépenser plus d'argent? J'ai laissé passer. Après tout, j'étais censé y vivre. Si quelque chose n'allait pas, j'allais m'en occuper. Mais maintenant, c'était le problème de ma sœur. Une semaine plus tard, les appels ont commencé. D'abord ma mère. J'ai laissé son message aller sur ma messagerie. Puis ma sœur, que j'ai ignorée. Puis mon père. Quand j'ai enfin vérifié mon téléphone, j'avais 6 appels en absence. J'ai écouté le message vocal de ma mère. Sa voix était tendue, agacée, pas du tout repentie. Émilie, je ne sais pas si tu as fait quelque chose ou si tu étais au courant de quelque chose, mais la maison d'hôte a un gros problème.
La plomberie fuit dans les murs, l'électricien a dû rater quelque chose parce que le courant saute en permanence, et il y a une odeur horrible qui vient de quelque part à l'intérieur. Ta sœur ne peut même pas emménager. Il faut qu'on parle. Je l'ai repassé 2 fois, puis j'ai ri. Non pas parce que j'avais fait quelque chose, ni parce que je l'avais planifié, mais parce qu'ils s'étaient piégés eux-mêmes. À partir du moment où je suis parti, ils se sont rendus compte à quel point ils avaient besoin de moi. Et je n'allais pas revenir. J'ai ignoré son message, non par mesquinerie ou vengeance, mais parce que, pour la première fois de ma vie, ce n'était pas mon problème. Je n'avais rien fait à cette maison, je ne l'avais pas sabotée, je n'avais rien laissé d'inachevé. Tout ce que j'avais fait, c'était de partir. Et maintenant, une semaine plus tard, tout s'effondrait déjà. Je suis restée assise, mon téléphone sur les genoux, regardant les appels manqués. J'aurais pu ressentir de la satisfaction, de la colère, du soulagement, mais surtout je me sentais vide. Parce que tout ça n'était pas qu'une histoire de maison ou d'argent gaspillé ou de temps perdu, c'était tout ce qui avait mené à ce moment précis. Au fond de moi, j'avais toujours su que ma famille ne me traitait pas de la même façon qu'elle traitait ma sœur, mais je m'étais convaincu que si je travaillais assez dur, si j'étais assez utile, assez gentille, ils finiraient par me voir comme quelqu'un d'aussi important. J'avais passé toute ma vie à essayer de prouver ma valeur à des gens qui ne me choisiraient jamais. Et ceci, c'en était la preuve finale. J'avais littéralement construit un foyer pour moi dans leur univers, et au moment où il fut prêt, ils m'ont mis à la porte comme si je n'étais rien. J'ai éteint mon téléphone et me suis permis de me souvenir. Tout avait commencé quand nous étions enfants. Ma sœur Lisa était la petite dernière, elle ne faisait jamais rien de mal. Si nous nous disputions, c'était toujours ma faute. Si quelque chose se cassait à la maison, Lisa pouvait mentir droit dans les yeux de mes parents et ils trouveraient quand même le moyen de me blâmer. Elle est plus jeune que toi, Émilie, tu dois montrer l'exemple. Tu es juste compliquée. J'ai vite compris que Lisa n'aurait jamais à assumer ses erreurs, parce qu'on attendait toujours de moi que je ramasse les morceaux. Je ne compte même plus le nombre de fois où elle a perdu quelque chose d'important. Son téléphone, son portefeuille, voire son passeport une fois, et c'est moi qu'on envoyait pour tout arranger. Mais le pire, c'est qu'elle n'était jamais reconnaissante, pas une seule fois, pas même quand je la couvrais lorsqu'elle séchait ses cours, ni quand je lui prêtais de l'argent quand elle avait tout dépensé, ni même quand elle a embouti ma voiture et a menti à mes parents en disant que c'était ma faute. Mes parents ne se souciaient pas de ce qui était juste, ils se souciaient de garder Lisa heureuse. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai compris à quel point cela allait loin. C'était l'été avant l'université. J'économisais chaque centime de mon job à temps partiel pour m'acheter une voiture d'occasion afin de ne pas dépendre de mes parents pour mes déplacements. Ils avaient promis de doubler la somme que je réussirais à mettre de côté. J'ai donc travaillé tout l'été, en dépensant à peine quoi que ce soit. Puis, 2 semaines avant la date prévue pour acheter la voiture, Lisa a détruit la sienne. Pas un petit accrochage, une perte totale. Le lendemain, je suis rentré à la maison pour découvrir que mes parents avaient donné toutes mes économies à Lisa pour qu'elle s'achète une nouvelle voiture. Lisa en a plus besoin, avait dit ma mère quand je l'ai confrontée. Tu vas bientôt partir à l'université. Elle doit encore aller au lycée. J'étais tellement stupéfaite que je suis restée sans voix. Ils ne m'avaient même pas demandé mon avis. Ils n'avaient même pas fait semblant de considérer l'injustice de la situation. Et quand je leur ai dit que j'étais en colère, ils ont agi comme si j'étais égoïste de ne serait-ce que le mentionner. Nous sommes une famille, Émilie, avait dit mon père en secouant la tête. Tu comprendras plus tard. J'ai compris, mais pas comme il entendait. C'est la première fois que j'ai pris mes distances. La première fois que j'ai réalisé que je n'étais pas en sécurité avec eux. Mais je ne les ai pas totalement coupés de ma vie, parce que je voulais encore croire qu'un jour, ils me traiteraient comme leur égal, qu'ils me choisiraient enfin. Alors, quand ils ont suggéré de construire la maison d'hôte, j'ai pensé, c'est ma chance d'avoir enfin quelque chose qui m'appartienne. Et je suis tombé dans le panneau. Une vibration sur mon téléphone m'a ramené au présent. Encore un appel. J'ai soupiré et j'ai finalement décroché. C'était mon père, la voix tendue, frustrée. Émilie, qu'est-ce qui se passe avec la maison? J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien de quoi je parle, a-t-il dit, plus bas, comme s'il craignait qu'on l'entende. Lisa ne peut même pas y emménager. La plomberie est complètement fichue, il y a des infiltrations dans les murs, l'électricité est défaillante, et maintenant toute la maison pue la moisissure. J'ai failli rire. Vous devriez appeler un entrepreneur. Il y a eu un silence. Écoute, a-t-il repris sur un ton se voulant calme. S'il s'est passé quelque chose, il faut me le dire maintenant. Tu as laissé quelque chose d'inachevé? Tu as fait une erreur? J'ai serré la mâchoire. Je n'ai rien fait, papa. C'est toi qui as engagé ce gars bon marché contre mon avis. Peut-être que tu devrais l'appeler, lui. Autre silence. Il ne s'attendait pas à ce que je lui tienne tête. Émilie,
Tu sais bien qu'on n'a pas l'argent pour tout réparer maintenant. C'était la vraie raison de son appel. Ils espéraient que je revienne pour nettoyer leur bazar. J'ai fermé les yeux. Je suis désolé, papa, mais ce n'est pas mon problème. Silence. Puis, la colère a éclaté. Émilie, ne fais pas ça. On t'a élevé, on t'a tout donné. J'ai expiré lentement en serrant le téléphone. Non, papa, c'est moi qui vous ai tout donné. Et c'est fini. J'ai raccroché. Les jours suivants, les appels ont continué. Ma mère, mon père, même Lisa. Certains étaient furieux, exigeants, d'autres étaient manipulateurs, feignant de s'inquiéter pour moi. Je les ai tous ignorés. Puis, quelque chose a changé. J'ai commencé à recevoir des messages d'autres membres de la famille. Au début, quelques cousins qui voulaient juste savoir si j'allais bien, puis une tante, un oncle, et finalement ma grand-mère. Émilie, ma chérie, disait son message. Ta mère dit que tu les as abandonnés et que tu as laissé la maison inachevée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fermé les yeux. Ils essayaient de monter la famille contre moi. Ils n'étaient pas seulement gênés à cause de la maison, ils étaient humiliés de devoir dire aux gens que la maison qu'ils m'avaient arrachée tombait en ruine. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. J'ai senti la colère monter, mais je me suis forcé à rester calme. C'était ce qu'ils voulaient, que je réagisse, que je revienne et que je répare tout. Je ne le ferai pas. Parce que la vérité finit toujours par éclater, et pour une fois, je n'avais rien à perdre. Je n'ai pas répondu tout de suite au message de ma grand-mère, je savais exactement ce qui se passait. Mes parents déformaient la réalité avant que je puisse raconter ma version. Ils ne m'appelaient plus seulement moi, ils appelaient tout le monde pour faire circuler leur histoire en premier. Je pouvais déjà imaginer leur version. Émilie nous a abandonnés après qu'on l'a laissée vivre ici gratuitement. Elle est partie furieuse pour rien et a laissé la maison inachevée. On a toujours tout fait pour elle, et voilà comment elle nous remercie. Peu importait que j'ai payé pour tout, que j'ai passé des mois à construire cette maison avec mon propre argent et mes efforts. Dans leur récit, j'étais l'ingrate égoïste. Et je n'avais aucun doute que certains les croiraient, comme ça avait toujours été le cas. Ils avaient fait ça toute ma vie, repeindre la réalité jusqu'à ce qu'elle corresponde à l'histoire qu'ils voulaient raconter. Je ne comptais pas jouer à leur jeu, alors j'ai attendu. J'ai laissé leurs appels sans réponse et leurs textos sans suite, et j'ai vu les appels en absence s'accumuler. Puis, après quelques jours, les messages de la famille élargie ont commencé à changer de ton. Ils n'étaient plus inquiets, mais plus sceptiques, plus curieux. Quelque chose avait changé, et j'avais la certitude de savoir pourquoi. Mes parents ne perdaient pas seulement le contrôle sur moi, ils perdaient aussi le contrôle de la maison. Celle qu'ils m'avaient volée. Ça a commencé par un message de ma tante. Émilie, ma chérie, j'ai entendu dire que la maison d'hôte est inhabitable, que la moisissure se propage. Que se passe-t-il? J'ai fixé ce SMS, le cœur battant un peu moins vite. Ce n'était pas un détail que mes parents avaient mentionné dans leur message vocal. Ils s'étaient plaints des problèmes de plomberie et d'électricité, mais pas de la moisissure. Et si elle se propageait, ce n'était pas un petit problème, c'était grave. Puis, un second message, cette fois de mon cousin. Et, question au hasard, tes parents n'ont vraiment plus d'argent pour réparer la maison d'hôte? J'ai entendu dire que le fiancé de Lisa est furieux parce qu'ils espéraient s'y installer rapidement. J'ai eu la gorge nouée. Manifestement, mes parents étaient dans une situation difficile. Ils avaient supposé que je reviendrais réparer leur bazar, que je me sentirais assez coupable ou que je serais assez désespéré pour tenter de me réconcilier. Mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, ils se retrouvaient avec une maison inhabitable qui s'effondrait plus vite qu'ils ne pouvaient le cacher. Et le pire, c'est qu'ils l'avaient déjà promis à Lisa et à son fiancé. Pour la première fois, ma sœur aussi se tournait contre eux. Je savais qu'elle n'allait pas tarder à m'appeler, et quand elle l'a fait, elle n'a même pas essayé de masquer sa colère. « Émilie, qu'est-ce qui cloche avec cette maison ?» a-t-elle lancé dès que j'ai décroché. J'ai failli rire. « Pourquoi tu me demandes ça à moi ?» ai-je répondu calmement. « Parce que, » a-t-elle répliqué en soupirant, « papa dit que tu t'es occupé de tout, que tu as géré les entrepreneurs, que tu as veillé à ce que ce soit bien fait. » Oui, l'ai-je coupé, jusqu'à ce que papa décide, dans mon dos, de payer un type moins cher pour faire les finitions. Demande-lui plutôt, à lui. Silence. Puis, d'un ton plus hésitant, elle a ajouté. Il dit que c'est de ta faute si les permis n'avancent pas. J'ai haussé les sourcils. Quel permis? Lisa a poussé un soupir frustré. Les permis pour la plomberie et l'électricité. Ils disent que tu n'as pas soumis la paperasse finale et que la ville ne veut pas donner l'autorisation d'occupation. J'ai cligné des yeux, puis j'ai vraiment ri, parce que j'ai alors compris que mes parents se sont menti à eux-mêmes depuis le début. Ils ont toujours pensé que j'allais habiter dans cette maison, que je ferais les démarches auprès de la mairie, les inspections finales. Mais la seconde où ils m'ont mise dehors,
ils se sont aussi débarrassés de la seule personne qui savait comment conclure officiellement le projet. Maintenant, la ville refusait que quiconque s'y installe. Ce n'est pas mon problème, Lisa, ai-je répondu posément. Elle a poussé un petit rire sec, sans aucune trace d'humour. Tu te sens vraiment supérieur, hein? Non, ai-je dit honnêtement. Je pense juste que toi et papa auriez dû réfléchir avant de me voler ma maison. Silence. Puis, comme toujours, elle a contre-attaqué. Mon Dieu, Emily, arrête de faire ta drama queen. Au revoir, Lisa. Et j'ai raccroché. Je suis restée assise, regardant mon téléphone, ressentant une chose étrange, la paix. Parce que je savais ce qui allait suivre. Plus il mentirait, plus les gens commenceraient à se poser des questions. Et ils n'aimeraient pas les réponses. Ils avaient passé des années à me dépeindre comme la responsable, celle qui gérait les problèmes et tenait la famille à flot. Désormais, ils voulaient faire de moi la méchante, et les gens allaient remarquer les incohérences. Je n'allais pas me battre contre eux, je n'allais pas me justifier, je n'en avais pas besoin. Parce que la vérité finit toujours par ressortir, et pour une fois, je n'avais rien à y perdre. Je n'ai plus eu de nouvelles de Lisa après cet appel, du moins pas pendant quelques jours. Mais je savais que ça ne voulait pas dire que tout s'était calmé. Bien au contraire, ça signifiait que la situation empirait. Mes parents et Lisa n'étaient pas du genre à accepter les conséquences sans broncher. Son silence voulait dire qu'elle faisait tout pour trouver une solution sans admettre leur erreur. Je ne comptais pas faire le premier pas. Et comme prévu, les appels ont repris. D'abord un oncle que je connaissais à peine, puis un cousin éloigné, puis enfin ma grand-mère. C'est là que j'ai compris que la situation était grave, parce que ma grand-mère était la dernière personne que mes parents voulaient impliquer. Ce n'est pas le genre de personne qui prend leur parti aveuglément. Elle est sagace, rationnelle, et elle ne se fait pas avoir par les jeux de culpabilisation. Son appel signifiait qu'elle avait eu toute l'histoire, du moins la version de mes parents. J'ai décroché. Émilie, ma chérie, a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. Je viens d'avoir une conversation très intéressante avec ta mère. J'ai souri intérieurement. Laisse-moi deviner. Elle t'a dit que je les avais abandonnés et laissé la maison inachevée. À peu près, a répondu ma grand-mère, avec un ton incrédule. Mais je te connais depuis longtemps, et cette histoire ne sonne pas juste à mes oreilles. J'ai expiré lentement. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Que tu es parti en colère pour un malentendu stupide, que tu as laissé la maison d'hôte incomplète et que, maintenant, ta pauvre sœur et son fiancé n'ont nulle part où vivre. Bien sûr, elle affirme que ton père et elle sont dévastés parce que tu as tourné le dos à la famille. J'ai laissé échapper un petit rire amer. A-t-elle mentionné que j'ai tout payé pour cette maison? Il y a eu un bref silence. Puis, d'un ton sec, elle a répondu. Non, je ne crois pas. Bien sûr que non. Alors, dis-moi ce qui s'est réellement passé, a demandé ma grand-mère. Pour la première fois, j'ai tout raconté à quelqu'un. Comment mes parents m'avaient encouragé à construire cette maison d'hôte, promettant qu'elle serait à moi. Comment j'avais investi mes économies, passé des mois à gérer la construction, à choisir les matériaux, à faire en sorte que tout soit parfait. Et comment, une fois terminé, il l'avait donné à Lisa. Ma grand-mère ne m'a pas interrompu une seule fois, elle a simplement écouté. Quand j'ai terminé, elle a poussé un long soupir. C'est odieux, a-t-elle dit finalement. Oui, ai-je murmuré. Et j'imagine qu'il s'attendait à ce que tu reviennes en rampant dès que les choses se gâteraient. Exactement. Il y a eu un léger silence, puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Tu devrais venir au dîner du dimanche. J'ai écarquillé les yeux. Quoi? Tout le monde sera là, a-t-elle expliqué avec une pointe d'amusement dans la voix. Je pense qu'il est temps que tu racontes ta version de l'histoire devant tout le monde. J'ai hésité. Je n'avais plus peur de mes parents, mais je n'avais pas non plus envie de plaider ma cause devant eux. Me retrouver face à face, devant toute la famille, c'était autre chose. Mamie, je ne sais pas si je veux. Je ne te dis pas de faire un scandale, m'a-t-elle interrompu. Je te dis simplement de les laisser s'enfoncer eux-mêmes. J'ai réfléchi, puis peu à peu, un sourire est né sur mes lèvres. D'accord, ai-je répondu. J'y serai. Le dîner du dimanche est arrivé. Je suis arrivé 10 minutes en retard, volontairement. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti l'atmosphère changer. Les gens avaient entendu des choses. Certains me regardaient avec curiosité, d'autres semblaient gênés. Il y avait aussi ceux qui, comme ma tante et quelques cousins, me faisaient des petits signes discrets, comme s'ils savaient déjà. Lisa était assise à côté de mes parents, les bras croisés, évitant mon regard. Ma mère a forcé un sourire. Oh, Émilie, tu es vraiment venue. Oui, ai-je simplement dit en prenant place. Ils n'ont pas ajouté, quelle surprise, mais l'idée flottait dans l'air.
Le repas a commencé dans une ambiance tendue. Il y avait de petites conversations de façade, une tension si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Puis, alors qu'on terminait à peine, ma grand-mère, que Dieu la bénisse, a posé son verre et s'est tournée vers Lisa. Alors, Lisa, comment se passe la vie dans ta nouvelle maison? Silence. Lisa a crispé la mâchoire. On a encore quelques problèmes, a répondu mon père rapidement. Ah bon, a fait ma grand-mère en haussant un sourcil. Quel genre de problème? Lisa a fusillé ma grand-mère du regard, mais mon père a pris la parole pour combler le vide. Rien de grave, juste quelques soucis de plomberie et d'électricité, des petits contretemps. J'ai failli éclater de rire. Petits contretemps, vraiment? Ma grand-mère s'est alors tournée vers moi. Émilie, ma chérie, ce n'était pas toi qui t'étais occupée de la construction de cette maison. Tous les regards se sont braqués sur moi. J'ai pris une gorgée de ma boisson avant de répondre. Si, en effet, jusqu'à ce que papa décide d'engager un entrepreneur moins cher dans mon dos pour économiser de l'argent. Je lui avais dit que c'était une erreur. Mais bon, qu'est-ce que j'y connais, hein? Le silence qui a suivi a été extraordinaire. Lisa est devenue rouge, le sourire pincé de ma mère s'est figé, et mon père semblait prêt à m'étrangler. Mais il ne pouvait pas nier, parce qu'il savait que j'avais raison, et tout le monde le savait aussi. Les chuchotements ont commencé. Ma tante s'est penchée vers mon cousin pour murmurer quelque chose que je n'ai pas entendu. Mon oncle a secoué la tête en soufflant. Incroyable! Et voilà, c'était le moment où mes parents venaient de perdre le contrôle de leur récit. Tous étaient au courant, et plus aucune excuse ou tentative de manipulation ne pourrait rattraper ça. Je suis sorti de ce dîner en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Je n'avais pas crié, pas fait de scandale. J'avais simplement laissé la vérité éclater d'elle-même, et c'était suffisant. Mes parents ne m'ont plus appelé après ça, Lisa non plus. Le mal était fait. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit.